Donc on ne va pas profiter de cette session pour tous se raconter nos histoires de chasse, ce serait probablement très, très drôle, mais ça nous prendrait trop de temps et on va essayer de faire quelque chose d'assez didactique. À noter toutefois que on a quand même, bien que ce soit une pratique ancestrale, une littérature d'assez faible niveau de preuve qui est essentiellement faite de case report et de séries de cas. Alors, qui est le candidat idéal pour s'introduire un corps étranger intrarectal? Eh bien, on sait tous qu'il y a une nette prédominance masculine, avec un ratio homme-femme qui va dans la littérature de 6 pour 1 jusqu'à 37 pour 1, des patients âgés en moyenne de 44 ans, et cela est mal étudié, mais il ne semble pas y avoir d'influence de l'orientation sexuelle. Et alors, pourquoi s'insère-t-on un corps étranger dans le rectum? Eh bien, c'est finalement assez rassurant, c'est généralement à but de stimulation sexuelle, et plus rarement, heureusement, on a des situations d'agression sexuelle, de prise de toxiques, de dissimulation de drogue et d'auto-administration de médicaments pour traiter la constipation. Alors, quel objet est le plus régulièrement introduit? Là encore, assez rassurant, ce sont les objets sexuels qui viennent en tête. Et puis, le podium est complété par les bouteilles en verre et la nourriture. Essentiellement, donc, les fruits et légumes, comme on y a tous probablement déjà été confrontés. Mais comme on voit dans ce listing, finalement, tout ce qui peut tomber sous la main à la maison est susceptible d'être introduit dans le rectum jusqu'à preuve du contraire. Alors, quand on va recevoir un patient pour la prise en charge d'un corps étranger intrarectal, on va essayer d'avoir d'abord une anamnèse assez précise. Notez bien que dans 10 à 15% des cas, les patients ne vont pas vous mentionner, tout du moins d'emblée, qu'ils se sont introduits à un corps étranger dans le rectum. Et on va essayer de bien faire préciser les circonstances de survenue. Est-ce que c'était à but de stimulation sexuelle? Est-ce qu'il y a eu contrainte, viol? Auquel cas, il faudra bien faire un certificat médical bien descriptif. Faire préciser le type et le nombre d'objets. Est-ce que c'est un objet coupant qui peut exposer le praticien à une blessure lors de l'examen? Est-ce que le patient a pris des toxiques? Le délai depuis l'introduction, vous le voyez, je vous le montre sur la diapositive. Généralement, les patients vont se présenter dans les 24 heures qui suivent l'introduction du corps étranger. Secondairement, ça peut être dans les 2 à 7 jours. Et puis, il y a des histoires qui traînent dans la littérature de patients qui sont venus avec des objets coincés depuis environ 6 mois. On va préciser avec le patient les symptômes dont il se plaint, potentiellement des douleurs anorectales, des douleurs abdominales, syndrome rectal, saignement, occlusion. Et tout ça, en fait, c'est pour le but de dépister des complications. Celle que l'on va craindre le plus, c'est la perforation digestive qui sera causée par le corps étranger. Dans la littérature, les taux y varient de 7 à 15%. Et puis viendront ensuite des complications à type d'occlusion, notamment si le corps étranger a résidé depuis longtemps dans le rectum, des rectoragies, des lésions sphinctériennes. Et puis à noter qu'une étude avait rappelé 1 an après la prise en charge pour corps étranger les patients, et il ne semble pas y avoir de troubles de continence qui sont rapportés à long terme chez ces patients. Quel bilan va-t-on faire dans un premier temps? Eh bien, un cliché de l'abdomen sans préparation plutôt avant le toucher rectal. Pourquoi? Parce que si c'est un objet contendant, eh bien, on va éviter tout simplement le risque de blessure. À l'examen clinique, on va faire une palpation abdominale pour rechercher des signes d'irritation péritonéale qui nous feraient suspecter une perforation. Un toucher rectal qui va nous préciser l'accessibilité du corps étranger et peut-être même pouvoir nous permettre de l'extraire d'emblée et rechercher des lésions anopérinéales. Si au terme de tout ça, on n'a pas pu préciser la localisation du corps étranger, s'il y a une suspicion de perforation ou s'il y a des lésions associées, on va pouvoir s'aider d'un scanner abdominopelvien plus ou moins complété d'une opacification digestive basse. Je vous parle des lésions associées, pourquoi? Parce que ça, c'est un patient que j'avais été amené à prendre en charge, qui s'était introduit un manche à balai dans le rectum. Il avait des signes d'irritation péritonéale à l'examen clinique. Il a bénéficié d'un scanner, comme vous le voyez en bas. Il y avait un épanchement pelvien de moyenne abondance. J'ai j'ai fait un toucher, bien sûr, retrouvant une plaie de la face antérieure du bas rectum, introduit une petite sonde, lavé à la bétadine au travers de la perforation. Puis en fait, j'ai retrouvé de la bétadine dans la sonde urétrovésicale, ce qui signait en fait, comme vous le voyez en bas, la vision célioscopique, que le patient s'était non seulement perforé la vessie, mais aussi la face antérieure du rectum. Donc on a réparé ça avec les urologues, suture vésicale, suture de la plaie rectale,
interposition d'une épiplolastie, colostomie de dérivation, et puis il a pu être rétabli sans problème quelques mois plus tard. Alors, la prise en charge, elle va commencer dans un premier temps dans le cas où le corps étranger est palpable, c'est-à-dire de manière indicative dans les 10-15 cm de la marge anale, et bien sûr s'il n'y a pas de signe de péritonite au terme du bilan, par une tentative d'extraction par voie transanale, éventuellement manuelle. Donc là, sur la photo à gauche, on a la bonne technique avec la bonne élève. C'est effectivement, donc d'abord, essayer de tenter de faire ça, si c'est possible, chez un patient vigile, au lit du patient, éventuellement aux urgences, et si ce n'est pas possible, on va rapidement aller au bloc opératoire sous anesthésie générale pour obtenir une bonne relaxation qui va nous aider. La main contralatérale fera un appui suspubien pour essayer de faire descendre le corps étranger, faciliter sa préhension. Et on peut s'aider, alors là, il faut être parfois imaginatif, mais de différentes aides techniques. Ça peut être une sonde de Foley qui est glissée le long et au-dessus du corps étranger pour le décoapter de la paroi. On peut même gonfler le ballonnet pour essayer de le tracter vers le bas. Des pinces, notamment les pinces des gynécologues, et les ventouses peuvent être pratiques dans cette indication. On fait généralement une anuscopie après avoir extrait le corps étranger pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de lésion qui ait été causée soit par le corps étranger, soit au moment de son retrait. Et globalement, on arrivera à retirer le corps étranger dans 60 à 75% des cas de cette manière. Attention aux objets tranchants. S'ils sont bas situés, on va pouvoir éventuellement les retirer avec une pince, mais s'ils sont trop haut situés, là, les choses se discutent. Est-ce qu'il faut le faire avec une endoscopie? On verra plus tard. Ou carrément une voie chirurgicale avec une colotomie pour éviter de créer des lésions lors de l'attraction du corps étranger. Est-ce qu'on a des indicateurs de risque d'échec de l'extraction transanale? On a simplement dans la littérature cette expérience californienne où ils ont pu retirer le corps étranger au lit du patient chez 3/4 des patients, opérer un peu moins de 10% des patients par laparotomie. Chez un patient sur 8, ils ont pu repousser l'objet dans le rectum, le retirer par voie transanale. 7 patients sur 8, ils ont extrait l'objet soit par la perforation, soit par une colotomie. Et parmi les facteurs de risque d'échec d'extraction transanale, ils ont retrouvé uniquement la localisation en amont de la charnière recto-sigmoïdienne, contrairement à la taille de plus de 10 cm et l'insertion depuis plus de 2 jours, qui n'étaient pas des facteurs associés à un échec. Ensuite, si on n'a pas pu retirer le corps étranger manuellement et que celui-ci est trop haut situé et toujours en l'absence de signes de péritonite bien entendu, on va pouvoir essayer de le retirer cette fois-ci par voie endoscopique. Ça va avoir plusieurs avantages. On va pouvoir l'extraire sous contrôle de la vue et faire un contrôle après l'extraction, de bien vérifier que l'extraction est complète et qu'il n'y a pas de lésion et de perforation. Et alors, les endoscopistes, ils ont la chance d'avoir pas mal de dispositifs pour s'aider. Alors, généralement, ce sont, comme c'est montré à gauche, les anses à polypectomie qui sont bien pratiques, surtout si l'objet n'est pas trop gros. Mais on peut également utiliser des endobags, des ballons de dilatation qu'on va glisser au-dessus de l'objet, gonfler le ballon et pouvoir le tracter. Là, je vous rapporte simplement ce case report qui commence à dater un petit peu d'une équipe anglaise. C'était une pomme qui était dans du cellophane, coincée dans le côlon gauche. Ils n'arrivaient absolument pas à la retirer. Après 2h30 de cuisson à l'argon, ils ont pu la réduire de 50% de volume, la morceler et finalement réussir à l'extraire. Une approche qui est intéressante et qui est beaucoup moins rapportée, c'est celle de la chirurgie par voie transanale, le TAMIS. Là, je vous ai, en fait, on met en place le dispositif de chirurgie transanale de manière classique, et puis on utilise notre caméra et nos objets, nos pinces de célioscopie classiques. Dans ce papier, ils ont rapporté l'expérience chez 10 patients chez qui ils n'étaient pas parvenus à retirer manuellement l'objet. Et là, ils ont réussi chez tous les patients avec des procédures ambulatoires et l'absence de complications post-opératoires. Enfin, va venir la chirurgie. Alors la chirurgie, c'est un peu difficile de vous dire combien de pourcentage de patients ça va concerner, mais c'est de l'ordre d'à peu près 15-20% des patients si on compile tous les chiffres de la littérature. Et alors sa place, c'est quoi? C'est si on a des signes de perforation ou de péritonite, ou si on n'a pas réussi à extraire l'objet par voie transanale, soit manuellement ou par voie endoscopique. Si le patient est en état de choc, on ne se pose pas de questions, on va aller directement à la laparotomie. En revanche, dans le cas contraire, ce sera une laparoscopie première. S'il n'y a pas de perforation, on va tenter de repousser l'objet dans le rectum et de l'extraire par voie transanale. Si on y est parvenu, on peut
compléter par un test à l'air pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de perforation du rectum dans sa portion intrapéritonéale. Si cela n'a pas marché, on peut faire une colotomie pour extraire l'objet, et si on n'y arrive toujours pas, eh bien là on passe en laparotomie. Deuxième cas de figure, on a cette fois-ci une perforation. Soit la perforation est vraiment de toute petite taille, on ne veut pas l'élargir. On peut essayer également de repousser l'objet, l'extraire par l'anus. Et sinon, on peut tout simplement extraire l'objet par la perforation. Si ça ne marche pas, on passe encore une fois en laparotomie. Et ensuite, pour ce qui est de la réparation de la perforation, on va s'adapter au terrain et aux conditions locales. Si c'est favorable, on peut suturer la perforation si les tissus sont bien viables et puis le terrain du patient le permet, plus ou moins avec une stomie de protection qui sera à discuter. Si la plaie n'est pas réparable, une résection anastomose, encore une fois, plus ou moins protégée par une stomie. Enfin, en cas de terrain et de conditions locales défavorables, ce sera une intervention de Hartmann. Alors, ça, c'est à but d'illustration et je remercie ma collègue le docteur Vuillermet de m'avoir fourni cette iconographie. C'est un patient qui s'était introduit une carotte dans le rectum et on le voit sur la photo à droite, il s'était perforé la charnière recto-sigmoïdienne. Donc l'objet a été de lui-même retiré bien sûr par la perforation. La plaie n'était pas suturable en elle-même, mais pour autant on avait des conditions plutôt favorables, l'absence de péritonite, donc il a bénéficié d'une résection anastomose protégée avec des suites initiales tout à fait simples. Donc si je dois résumer la prise en charge des corps étrangers intrarectaux, je vous dirais, on va commencer par une évaluation préthérapeutique bien rigoureuse, qui va devoir nous faire préciser la nature et la localisation du corps étranger et la recherche de complications et surtout la présence d'une perforation qui va guider la suite de la prise en charge. Grossièrement, si vous n'avez pas de perforation, on va faire une approche par étapes. On va commencer, si l'objet est accessible, par une tentative d'extraction manuelle. Secondairement, en cas d'échec, une extraction endoscopique ou par chirurgie transanale. Et enfin, la chirurgie, s'il y a une perforation, on ne discute pas, c'est a priori une chirurgie d'emblée. La littérature, on l'a vu, elle est plutôt de faible niveau de preuve et surtout on a assez peu de données sur les facteurs de risque de devoir être opéré, autrement dit ne pas arriver à retirer l'objet par voie transanale. Quel est le taux de stomie? Quelles sont les conséquences fonctionnelles à long terme? Tout ça reste à préciser. Je vous remercie pour votre attention.